On est en plateau, en direct, parce que évidemment, on est en live pour vivre ces successions d'entretiens, j'allais dire de haut niveau, pas footballistique, parce qu'on pourrait dire, c'est magnifique, on est Geoffroy Roux de Bézieux, vous êtes à la tête du MEDEF, vous êtes beaucoup exprimé ces dernières semaines. D'abord, il y a eu Longchamp, la REF, avec beaucoup de sujets évoqués, des petites passes d'armes, des échanges, des applaudissements aussi du ministre de l'économie. C'est vrai que ça a été un moment assez fort de la REF. Vous êtes ici au 21e forum des rencontres des entrepreneurs de Marseille organisé par l'UPE 13, qui sont des gens très engagés, très investis, et vous les connaissez. D'abord, j'aimerais vous poser la question pour qu'on règle cette affaire tout de suite, parce que dès que vous avez lancé cette question des salaires, tout ça est monté. Alors vous l'avez de nouveau réévoqué sur une chaîne de télé il y a quelques jours. Vous allez nous l'éclairer, peut-être nous éclairer votre pensée sur Bismart, sur cette question des salaires. Est-ce qu'on augmente ou pas ces salaires? Parce que le ministre, derrière, vous vous êtes retrouvé en bras de fer, parce que l'un a dit c'est moi qui décide, puis vous lui avez répondu non, c'est le patron qui décide s'il augmente ou pas. Geoffroy Roux de Bézieux. Bon, d'abord, bonjour à tous. Merci à l'UP 13, merci à Philippe, son formidable président, de m'avoir invité. C'est pas moi qui ai lancé la question des salaires, c'est Monsieur le maire qui, effectivement, sortant un peu de son rôle, pardon de le dire comme ça, a dit il faut augmenter les salaires. Alors, évidemment, ce genre de déclaration... vous avez pris un petit accent de Marseille, là. Vous avez pris une pointe d'accent de Marseille. Pas du tout. Non, vous savez, moi je suis poitevin par ma mère, lyonnais par mon père, et j'ai posé une bretonne. Donc malheureusement, je le regrette, mais j'ai pas d'origine marseillaise. Et donc, il a fait cette déclaration que vous connaissez, il faut augmenter les salaires. Mais évidemment, c'est facile quand on est ministre de l'économie de dire ça. D'abord, effectivement, c'est pas son rôle. C'est pas le rôle, d'ailleurs, du président du MEDEF non plus. C'est chaque entrepreneur avec ses difficultés, ses opportunités, ses collaborateurs. Et moi, je connais pas un patron qui n'ait pas envie d'augmenter les salaires, bien sûr. Alors, après, si on essaie de creuser un peu, oui, il y a des métiers de service. Restauration, aide à la personne. Par exemple, où les salaires sont bas, les conditions de travail sont parfois difficiles. Donc pas attractifs, qui ont du mal à recruter, et en particulier dans les métropoles, parce que le coût de la vie, notamment du logement, et ce qu'on appelle les dépenses contraintes, est élevé. Mais alors, poussons un peu le raisonnement un peu plus loin. Si on doit augmenter les salaires pour attirer, il y a deux conséquences. La première, c'est que les prix vont augmenter. Je ne sais pas si vous avez vu... C'est déjà le cas, hein, légèrement. Oui, mais très modestement. Et je pense quand même que la question qui est posée, c'est de sortir de cette économie low cost dans laquelle on est depuis 20 ans. Il y a un moment où le toujours moins cher... Il faut payer le bon prix. Y compris le consommateur. Et c'est là où, les schizophrénies entre le consommateur et le salarié se manifestent. Et puis quand même, je l'ai dit au Premier ministre hier, l'État peut montrer l'exemple. Est-ce que vous savez que tous les appels d'offres, je dis bien tous les appels d'offres des collectivités locales, des hôpitaux, des ministères, quand il s'agit de sous-traiter à des entrepreneurs privés, gardiennage, nettoyage, etc., se font uniquement sur le prix. Et en général... Au moins 10 ans. Oui, au moins 10 ans. Et on arrive souvent, certains d'entre vous ont dû prendre des marchés en perte. Donc il y a un moment, si vous voulez, où j'ai dit au Premier ministre, il faut qu'ils balayent devant leur porte. Voilà. Un mot sur le chômage quand même, parce que le chômage est passé sous la barre de 8, le PIB est à plus 6, qui sont d'excellents chiffres pour cette rentrée. L'économie repart. Le chômage, c'est un problème d'offre ou un problème de demande, selon vous? Puisque j'évoquais l'éducation il y a quelques instants avec Michel Barnier, les entrepreneurs disent, moi je trouve pas salarié à mon pied. Je crois que c'est Michel Barnier qui disait il y a 400, ou c'est vous qui disiez 400 ou 500 000 emplois non pourvus. Je pense qu'il y en a beaucoup, beaucoup plus. Parce qu'il y a beaucoup d'autocensure de patrons qui voudraient recruter et qui disent « je vais pas y arriver ». Bon, là d'abord, j'aurais corrigé un chiffre. On dit on a des bons chiffres du chômage. Non, non. 7% de chômage, entre 7 et 8, c'est un mauvais chiffre. Les Anglais sont à 4. Les Allemands sont entre 4 et 5, donc c'est un mauvais chiffre. Sur des calculs un peu différents. Oui, mais non, mais on est quand même sur les mêmes. Et le vrai sujet, c'est le taux d'emploi. Je vous cite un seul chiffre. En Allemagne, vous avez 76% de la population en âge de travailler, 18-65 ans, qui travaille. Nous, on est à 66%. Alors, c'est le plus haut chiffre depuis 2003. Mais ça veut dire quoi? C'est qu'on a moins de gens qui travaillent, c'est moins de gens qui créent de la richesse, moins d'impôts, moins de cotisations. C'est ça, la réalité. Donc, on n'a pas un marché du travail qui fonctionne. Alors là... je vais rien vous apprendre. On a 3 problèmes simples. On a un problème de mobilité géographique. Les Français ne déménagent pas pour trouver un emploi. C'est pas toujours de leur faute. Il y a le problème du logement. Ça, c'est un vieux sujet. Effectivement, on a un problème de compétences, de formation et d'adéquation, y compris quand même quand on dirige plusieurs dizaines de milliers de jeunes vers... par exemple, les études de STAPS. Bon, moi aussi, je rêverais de travailler dans le sport, mais il y a
beaucoup plus d'étudiants que de jobs. Donc il y a un moment où il faut aussi régler ça. Ça bouchonne dans les STAPS. Et puis il y a un troisième point, là aussi je le dis, bon c'est facile de le dire devant des entrepreneurs, on a un système d'assurance chômage qui, dans un certain nombre de cas, incite les gens à ne pas travailler ou à alterner travail et chômage. Ce qu'on évoque, c'est le mot de l'assistanat. Vous dites finalement notre modèle est tellement protecteur. J'emploie pas ce mot-là, hein, parce que tout de suite, il y a une connotation politique. Finalement, je vais vous dire, moi, j'en veux pas aux chômeurs. Ils s'adaptent au système. C'est pas de leur faute, en réalité. À partir du moment où pardon de le dire comme ça, mais le machin qu'on a créé, le MEDEF y a contribué aussi, hein, depuis 30 ans. Réformé d'ailleurs récemment et. Ben non, pas encore réformé. Réformé le 1er octobre, si tout va bien, hein, parce qu'il y a encore le Conseil d'État, là, machin, un truc. Bon, mais on a créé un système qui est d'abord une usine à gaz auquel personne ne comprend rien, et deux, qui quand même pousse les gens à ne pas travailler. Et d'ailleurs, c'est absolument incroyable. Aux États-Unis, vous avez vu que pendant la pandémie, ils ont créé une assurance chômage, $2000 par mois, pendant la. Et là, il y a des États qui l'ont supprimé et d'autres qui l'ont gardé. Et bien, on voit tout de suite le résultat sur le chômage, sur le taux d'emploi. Sur le mouvement. Et oui, et c'est logique. Les gens, ils sont pas complètement idiots quand vous les payez à rester chez eux. Avec en plus, disons-le aussi, le travail au noir qui peut jouer. C'est pour ça qu'il ne faut pas parler forcément d'assistanat, c'est pas le bon mot. C'est le système qui va pas bien. Un mot sur les retraites. Vous êtes beaucoup exprimé sur ce sujet et Michel Barnier l'évoquait tout à l'heure. La France, pour le dire simplement, ne travaille pas assez. On ne travaille pas assez longtemps. Comment on fait? On fait une retraite à la carte lorsqu'on est un salarié d'un métier pénible, la maçonnerie, des métiers où on porte des charges lourdes. On ne peut pas travailler jusqu'à 65 ans, c'est une évidence. Le corps ne peut pas résister à cela. En revanche, métier de service, on peut aller d'une manière très libre jusqu'à 67, 68. C'est quoi l'idée? On ne fixe pas de règles, on dérégule. D'abord, deux choses simples. On est dans un système par répartition. C'est les jeunes qui payent pour les vieux. Bien malade ce système d'ailleurs. Et donc, il y a une démographie, c'est inéluctable, il va falloir reculer l'âge de la retraite pour tout le monde. Ça, c'est une vérité, elle n'est pas facile à entendre. La seule chose que j'ai dite encore au Premier ministre hier, c'est qu'on ne peut pas faire cette réforme qui est la mère de toutes les réformes sans avoir annoncé à l'avance parce qu'elle concerne tout le monde. Bien sûr. Et donc, c'est pour ça qu'on dit faites-le, mais faites-le en septembre 2022. Et j'insiste là-dessus, ne refaites pas des concertations. On a passé 2 ans à aller voir Delevoye tous les 3 mois. On rentrait, on comprenait pas. On sortait, on comprenait pas plus. Donc à un moment... et qui n'a pas pu porter la réforme d'ailleurs. Mais bien sûr, et la démocratie est là pour ça. Il y a une campagne présidentielle, il faut qu'ils disent la vérité. Et c'est d'ailleurs l'ambiguïté quand même, c'est qu'en 2017, ça n'a pas été abordé. Bon. Après, est-ce qu'on fait une retraite à la carte? Oui, non. Oui, bien sûr, un carreleur ne peut pas partir à la retraite au même âge qu'un consultant en informatique. Enfin, il ne faut pas non plus qu'on arrive à un système où il y a des gens qui partent à 55 ans et d'autres à 75. Parce que là, c'est la solidarité qui se défait. Si on était un système en capitalisation, il n'y aurait pas de problème. Chacun serait responsable de sa retraite. On a fait le choix collectivement en 45, parce qu'il y avait 4 actifs pour un retraité, d'être en répartition. Maintenant, il faut qu'on assume ce choix et qu'on l'assume quand même vis-à-vis de nos enfants. Discuter avec vos gamins. C'est quel âge si vous avez des gamins en âge de... Chez des enfants. Moi, je suis assez frappé des gamins de 23, 24 ans qui nous traitent, pardon, d'escrocs quasiment, en disant vous en avez bien profité. Donc on a quand même une responsabilité. On ne peut pas éluder ce sujet. C'est pour ça que moi, j'attends des candidats à la présidentielle un discours de vérité. Jean-Luc Mélenchon a dit 60 ans, Marine Le Pen a dit 60 ans, M. Barnier, je l'ai entendu tout à l'heure, M. Bertrand a dit 60 ans. Bon, on attend que tout le monde dise. Puis après, les Français décideront. Et les Français, ils ne sont pas idiots. Oui, personne... Enfin, il y a des gens qui ont envie de partir à la retraite, je comprends, hein, c'est humain. Mais ils savent aussi que le système ne tient pas. Juste d'un mot, il en va de notre modèle de répartition, puisqu'en fait, globalement, c'était 2 actifs, 3 actifs pour un départ en retraite. Aujourd'hui, on est à 1 actif et demi pour 1,7. 1,7, donc ça ne tient pas. C'est-à-dire que mécaniquement, financièrement, ça ne peut pas tenir. C'est une évidence. Bien sûr, et je pense qu'on peut l'expliquer. Bon, ici, dans cette salle, avec des entrepreneurs, des gens du monde économique, c'est facile à expliquer, mais je pense qu'on peut l'expliquer simplement aux Français. Encore une fois, ils sont pas idiots. Et j'ajoute, pardon, pour compléter, que notre modèle social ne tient pas. On a probablement un des systèmes les plus protecteurs. Alors, on peut discuter de ce niveau de protection. J'ai entendu, et d'ailleurs il a raison, Michel Barnier, dire qu'il y avait de la fraude. Donc, évidemment, il faut régler ce problème de fraude. L'idée de la carte vitale nouvelle est, à mon avis, assez maligne. Et c'est assez opérationnel. J'allais dire, c'est pas une idée d'énarque, même si je pense que... Je sais pas s'il a fait d'énarque. Non. Mais... Élu de terrain, savoyard. Une idée de terrain opérationnel. Mais une fois qu'on a dit ça...
ça suffira pas. Il faut qu'on travaille plus. Moi, je suis pas économiste, mais la richesse d'un pays, c'est le nombre de gens qui travaillent multiplié par leur temps de travail et leur durée de travail. C'est aussi simple que ça, parce que c'est le travail qui nourrit les cotisations, les impôts et les services publics. Je m'autorise à cette remarque sur le plateau de Bismarck, quotidiennement ou régulièrement sur notre plateau, dans l'émission Smart Job, il y a des chefs d'entreprise qui nous disent « Nous, on est déjà en train de réfléchir à la semaine des 4 jours ». Est-ce qu'il n'y a pas comme ça une contradiction entre des entrepreneurs qui disent « Moi, je pense qu'il faut le bien-être, il faut une semaine des 4 jours », et puis en même temps, j'irai une matrice générale qui dit « Il faut travailler plus ». Là. Et c'est quoi la vérité ? Je ne connais pas énormément d'entreprises qui sont sur la semaine de 4 jours. Il y a quelques exemples. Quelques-unes. Oui, quelques-unes. Non, par contre, et d'ailleurs, vous l'avez vu pendant la pandémie, le télétravail a complètement changé le monde du travail. Et le bien-être au travail, il passe aussi par cette combinaison de télétravail quand c'est possible et de présentiel. Donc on ne reviendra pas en arrière. Si vous voulez, il y a deux choses auxquelles je crois absolument pas. C'est la décroissance d'un côté et la réduction du temps de travail. Et les deux, d'ailleurs, sont un peu physiquement liés. Parce que, à la limite, si le monde entier faisait la même chose en même temps, bon, peut-être, pourquoi pas. Mais là, donc je ne sais pas s'il y a beaucoup d'entrepreneurs sur Bismart qui font la semaine de 4 jours. En tout cas, 32 heures ou semaine de 4 jours, c'est pas vraiment mon truc. Non, mais c'était intéressant de vous entendre, parce que ce débat-là, vous l'avez vu, égrène parfois. Après, chacun est libre. Les journaux, les articles, les reportages. Chacun est libre. Parce que si vous avez trouvé un modèle économique, vous avez des gens qui travaillent 32 heures, qui sont contents de leur rémunération, et que l'entreprise s'y retrouve. Moi, je suis libéral, hein, j'ai pas mot de ça. Et donc, la liberté, c'est la liberté d'organiser. Donc, on peut aujourd'hui travailler 32 heures, ou 4 jours, comme vous voulez. Libéral au sens philosophique du terme, mais bien au-delà de l'aspect économique. Justement, ce qui est très intéressant dans la situation où vous êtes, Geoffroy Roux de Béziaux, à la tête du MEDEF, les préoccupations des Français, je l'évoquais tout à l'heure, c'est la santé, la sécurité, la formation. Et quand on regarde les études d'opinion, les élus nationaux n'ont jamais été aussi bas, les élus locaux se tiennent correctement, et les entreprises ont pris la première place depuis cette crise Covid. Vous avez un rôle, en fait, politique éminent à jouer, au sens noble du mot. Vous avez aujourd'hui la légitimité pour vous exprimer. Deux commentaires. Oui, toutes les études montrent que, alors c'est vrai en France, c'est vrai aussi dans notre pays, les entreprises et les chefs d'entreprise ont formidablement redoré ou amélioré leur image dans cette crise. Ils ont tenu la barre. Mais pour une raison simple, c'est qu'ils se sont adaptés à tout. Salariés et entreprises se sont adaptés à tout. Au confinement, au protocole sanitaire, au télétravail. Oui. L'entreprise, c'est l'organisation la plus adaptable, la plus souple, et elle a montré depuis 200 ans qu'elle était capable de s'adapter à tout. Et j'ajoute un point, dans un climat parfois hystérique sur le plan politique, médiatique, avec des querelles religieuses, raciales, le climat dans les entreprises, bien sûr qu'il y a des exceptions, mais le climat dans les entreprises, les gens ont laissé finalement leur débat politique à la porte de l'entreprise. Alors je ne dis pas que c'est le monde des bisounours, hein. Oui, il y a des conflits d'intérêts. C'est l'endroit où on se rassemble. Mais c'est l'endroit où on se rassemble. Ouais. Et moi je le dis, hein, je ne veux pas faire de démagogie, mais nos salariés ont été formidables. Et je le dis aussi, c'est peut-être pas évident la bouche d'un représentant patronal, mais les syndicats de salariés, disons dans leur grande majorité, il y a une exception que pas besoin de vous décrire, ont été plutôt responsables dans leur comportement. Quand je signe un appel avec Laurent Berger à se vacciner, c'est plus facile pour moi que ça l'est pour la CFDT, évidemment. Donc il y a eu, dans le monde de l'économie, dans le monde de l'entreprise, un comportement responsable et parfois plus responsable qu'un certain nombre d'élus que je ne citerai pas. Deux thèmes, deux sujets, un sujet philosophique et puis les emplois verts, parce que c'est un sujet dont on nous parle beaucoup, on nous dit l'avenir des emplois, la création d'emplois, c'est les emplois verts. C'est intéressant de vous entendre. Un mot sur l'utilisation du mot vérité. Alors vous êtes un libéral, c'est le mot liberté qui est attaché normalement à... Et dans votre discours à Longchamp, à l'hippodrome, vous avez martelé la vérité. On nous cache tout, on nous dit rien, comme dit Dutronc. Non, non, c'est parce que justement, je pense qu'on est en train de rentrer dans une ère où, à cause des réseaux sociaux, on arrive à mettre sur le même plan la vérité, les faits, la science, et puis autre chose. Et si vous voulez, bon, il y a deux exemples qui sont très frappants. Quand j'entends parler de dictature sanitaire, moi je suis désolé, si vous voulez, la dictature, c'est quand on arrête des journalistes, c'est quand on empêche les femmes de travailler ou de se promener dans la rue ou qu'on les oblige à mettre un niqab. Enfin, c'est pas ça la dictature. Oui, il y a des contraintes. Moi j'aime pas le pass sanitaire, j'aime pas mettre un masque comme vous tous, mais attention aux mots, parce que après tout devient relatif. C'est ça. Et l'autre chose, bien sûr, c'est sur ce qui circule sur les réseaux sociaux.
sur la science. Alors, je sais que je suis dans la ville de Didier Raoult, donc je fais attention, mais quand même, toutes les vérités scientifiques ne sont pas égales, ça n'est pas vrai. Et nous, au MEDEF, on est pour la science, on est pour le progrès, on n'est pas des illuminés, mais on pense que la science et la technologie sont là pour résoudre les problèmes. En conclusion, sans langue de bois, cette ancienne des emplois verts, on nous les vend, ils sont des articles, des reportages, ils existent, c'est l'avenir, c'est les emplois de demain. Là, Michel Barnier évoquait l'industrie, sans évoquer d'ailleurs les emplois verts. Est-ce que c'est une industrie décarbonée? Le monde de demain, en matière d'emploi, c'est quoi? Alors, moi, j'ai lancé le slogan à l'INREF en disant il faut inventer le capitalisme décarboné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'innovation et la croissance qui nous permettent de sortir. Et je me méfie un peu de ce néologisme d'emploi vert, parce qu'on a l'impression qu'il y a les emplois noirs, ouais, ça, anciens, ouais. donc on va tous les détruire. Plus d'usines, plus d'emplois. Hein. Oui. Et puis les emplois verts qui sont formidables et qui vont sauver la planète. Non, c'est plus compliqué. Il faut arriver à verdir tous nos procès de fabrication, en particulier dans l'industrie, mais pas que. Et on a commencé. Oui, on a commencé, mais il faut dire la vérité aux Français. Produire décarboné, on peut le faire. On a la technologie dans presque tous les métiers, mais ça coûte plus cher. D'abord, il faut investir, et en général, ça coûte plus cher. Sinon, de toute façon, on n'est pas des... Enfin, un entrepreneur, s'il peut trouver un moyen de produire moins cher, et de vendre, il l'aurait fait. Donc, il va falloir que les consommateurs, les citoyens, se pensent... Et d'ailleurs, c'est un peu ce que je reproche acceptent de payer plus cher. Mais bien sûr, à la Convention citoyenne pour le climat, vous lisez toutes les propositions, il y en a beaucoup pour les entreprises, il y en a un peu pour l'État, mais il n'y en a aucun pour les citoyens. Or, à un moment, il faut dire, ben oui, j'accepte d'acheter un produit fait en Europe, qui est un peu plus cher, parce qu'il est décarboné ou il est moins carboné. Donc c'est aussi là qu'on a un message à faire passer, de vérité. La fameuse vérité, qui ne s'oppose pas d'ailleurs à la liberté. Un dernier mot quand même, un des credos du MEDEF, et là vous ne l'avez pas évoqué, parce que peut-être avez-vous capitulé sur ce sujet. Est-ce qu'il faut baisser ou pas encore les charges? Est-ce que le dynamisme d'une économie passe aussi par finalement la capacité de ne pas avoir 50-55% de charges sur un emploi? Parce que ça, c'est un vrai sujet quand même. Bon, il faut d'abord qu'on baisse les dépenses publiques. Je l'ai redit, parce qu'on ne peut pas baisser les impôts sans baisser d'abord les dépenses publiques. Il faut le faire dans ce sens-là. Soyons justes, hein, il y a eu un effort de compétitivité qui a été fait par ce gouvernement sur les 2 premières années. La fiscalité du capital, je vois Pierre Gattaz qui est dans les rangs. Il est là, c'est vrai. Un combat il y a très très longtemps et maintenant au niveau européen. Nous, on ne demande pas un paradis fiscal en France. On ne veut pas être le Luxembourg. C'est pas la flat tax. On veut pas être, je sais pas moi, les Bermudes. On veut être un pays qui soit au même niveau de prélèvement que nos copains allemands, italiens, espagnols. C'est un des pays les Donc plus hauts. on est aujourd'hui fiscalité du capital au niveau de l'Europe, fiscalité d'impôt sur les sociétés, on le sera. Et il reste effectivement 2 points noirs. Un qui a commencé à être traité, qui sont les impôts de production, donc qui pèsent beaucoup sur l'industrie. Et puis le coût du travail, notamment dès qu'on dépasse 1,6, 2 fois le SMIC, puisque là, il y a pratiquement plus de charges patronales au niveau du SMIC, mais il en reste au-dessus. Donc c'est un combat qu'on continue. Mais à un moment, si vous voulez, là, il reste 7 mois. Oui, mais attendez, on ne sera jamais compétitif avec les Chinois. C'est ça. Ou les Thaïlandais, ou même des pays... Et là aussi, la question du libre-échange se pose. Alors, je vais faire court, malheureusement, c'est un vrai débat. Nous, on est pour le juste échange. Le juste échange, c'est pas du protectionnisme. Mais si on évoquait ce sujet avec Michel mais Barnier. c'est pas la naïveté. Moi, je suis tout à fait aligné avec ce qu'a dit. C'est pas la naïveté dans laquelle on a été. Grande porte ouverte, on fait ce qu'on veut. Ne tombons pas du mauvais côté de la force, comme disent les enfants. C'est-à-dire, le protectionnisme que certains poussent. Mais ne soyons plus les idiots du village mondial. Ça sera le mot de la fin, Geoffroy Roux de Bessieux. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. Merci à l'UP13 de m'avoir invité. Merci à tous ceux qui étaient là et qui nous ont évidemment écoutés. Merci pour cet entretien accordé à Bismarck. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. Merci à vous qui nous avez suivis. Puis merci à vous, dans le public, de nous avoir évidemment écoutés.